Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, notre planète vient, à en croire les météorologues, de vivre en juillet dernier le mois le plus chaud de l'existence. Ce record, révélateur de la singularité du contexte actuel, devrait inciter les dirigeants et citoyens de l'ensemble des continents à une profonde méditation qui les prédispose à l'accomplissement optimal de leurs responsabilités de protecteurs de la cité ainsi que de l'environnement. Comment préserver la vie face à la gravité des tensions auxquelles sont exposées la société et la nature? Aujourd'hui, en Europe, le conflit Russie-Ukraine dégénère au jour le jour en une confrontation d'une extrême violence dont l'effet immédiat est de placer dangereusement la communauté internationale au bord d'une troisième guerre mondiale. De tous côtés, la détermination à prendre le dessus sur l'autre par la force et la supériorité de l'armement attise le radicalisme qui dissuade toute initiative de paix pendant que l'ONU et ses différents organismes spécialisés paraissent bien neutralisés. Doit-on attendre que l'horreur se généralise et atteigne son point culminant pour qu'on réalise qu'il n'y a point d'alternative à la paix dans une société en quête du bien-être? En Afrique, le tableau qui se dessine est loin d'être reluisant. Les zones d'incertitude, plutôt que de se rétrécir, gagnent malheureusement en surface. La CEDEAO passe des moments troubles dont les panafricanistes espèrent une sortie heureuse et imminente. Avec force, il convient de souligner que ce n'est pas de l'intérêt de l'Afrique de voir une entité sous-régionale telle la CEDEAO imploser pour transformer l'espace en un théâtre de guerre. L'on ne saurait tolérer que l'Afrique s'accoutume du feu qui brûle au Soudan, de sorte à développer une indifférence coupable devant l'aggravation du drame soudanais aux incidences fâcheuses sur d'autres pays. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie subissent de plein fouet de nos jours les effets douloureux des changements climatiques. Ici et là, les inondations, les éboulements de terrain, les incendies et les avalanches infligent à l'homme et à la nature des dégâts énormes contribuant à alourdir les atrocités causées par les différents conflits. L'appel du Sénat est que l'ONU, son système et tous les dirigeants du monde prennent résolument l'option de mettre effectivement à exécution les résolutions et les recommandations des grandes messes internationales dont
celle du sommet de Belém au Brésil sur l'Amazonie, et bientôt le sommet des 3 bassins du 26 au 28 octobre à Brazzaville. À propos de l'importante rencontre sur les 3 bassins, le Sénat souhaite que la communauté internationale lui accorde tout l'intérêt qu'il mérite afin que ces résultats soient bien proportionnels à l'effort déployé par le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso et le gouvernement congolais dans les préparatifs de ce grand rendez-vous de l'espoir. Tel que peint le contexte dans lequel s'est déroulée la mandature finissante du Sénat est évidemment un contexte préoccupant quand on sait que s'est ajoutée la plus grande pandémie du coronavirus, Covid-19, qui a ébranlé le monde. Ce qui est à noter malgré tout, c'est que le Sénat a bien tiré son épingle du jeu. Le Sénat a su tirer les fleurs du mal, a emprunté l'expression de Charles Baudelaire. La 3e législature entre dans la chronique du mouvement parlementaire congolais avec sa singularité et surtout son impact considérable, voire indicible, comme nous allons le découvrir tout à l'heure. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, l'euphorie était à son comble, l'engouement à son summum et la détermination d'une extrême fermeté lorsque le 12 septembre 2017, le Sénat prenait son envol pour la 3e législature. Dans une ambiance des jours exceptionnels, dans une atmosphère des grands moments, nous lancions la nouvelle mandature en la plaçant sur une perspective de rupture, eu égard aux appréhensions et à toutes les opinions négatives qu'on développait sur l'institution Sénat. Maintenant que nous arrivons en fin de parcours, il nous revient, en toute objectivité, en toute responsabilité, de porter le regard rétrospectif sur notre itinéraire en faisant un bon jaugeage des avancées réalisées, des insuffisances observées, le tout en vue de circonscrire une approche prospective qui préserve et accroisse le prestige de la Chambre haute. Auparavant, force est de marquer une halte sur la dernière séquence de notre trajet, entendant par là la 18e session ordinaire administrative. Cette session que nous clôturons à présent s'est tenue sous un ciel ombrageux de fin de mandat où chacun est bousculé par les soucis du lendemain sans se démarquer de ce qui est devenu la tradition de notre maison. Avec un moral toujours haut et une motivation jamais érodée, nous avons, sénateurs et collaborateurs, continué à investir nos énergies dans la réflexion et dans le travail. Tant nous tenions à ce que le dernier grand rendez-vous de la législature ne soit pas une fin ratée. Ainsi, la production de nos assises a été une œuvre dense, évaluable tout aussi bien au volume des affaires traitées qu'au sérieux et à la rigueur consentie dans l'examen des dossiers. De même, elle s'évalue à l'efficacité du contrôle de l'action gouvernementale, une attention particulière étant portée sur la décentralisation dans ses diverses facettes.
Soulignons que pendant toute la durée de la session, le comportement des uns et des autres, la régularité aux séances, alors que se menait la campagne sénatoriale, auront fait une forte impression sur tous ceux qui suivent et s'intéressent à la vie de l'institution. Je vous adresse, vénérables sénateurs et chers collègues, sans exclure les collaborateurs, nos compagnons du quotidien, je vous adresse à tous nos vives félicitations. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, comme passe tout ce qui se situe dans le temps, bientôt sera tournée la page de la 3e législature, une séquence mémorable dont l'histoire relèvera la lourde empreinte sur l'évolution du Sénat congolais. Est-ce trop osé d'affirmer que dans la marche de l'institution, la législature en fin de course représentera un moment de rupture nette avec les habitudes et pratiques qui déteignaient sérieusement sur la réputation et l'image de la Chambre haute? Ils sont nombreux, les actes illustratifs des avancées enregistrées pendant les 6 dernières années. On pourrait, à titre d'exemple, noter quelques faits marquants. 1. La ponctualité ou le respect de l'heure. Dans un environnement quasi insensible à la fuite du temps dont chacun croit disposer, le Sénat a fait du respect de l'heure l'un des critères déterminants de son exigence de changement. Une culture nouvelle est née, a pris corps dans la Chambre haute de notre Parlement. La culture de la précision et donc de la rigueur. Les sénateurs, les membres du gouvernement et tous ceux attendus aux séances de la Chambre haute ont intériorisé le fait que, désormais, tout passage à ce niveau constitue un test d'effort à bien préparer. Ici, il faut s'interdire les arrivées tardives et les débordements de la durée des interventions. Soulignons avec force que la marche vers le développement commence par la gestion rigoureuse du temps que la conception anglo-saxonne assimile à l'argent. 2. L'attachement à la loi. Rappelons qu'à notre entrée en fonction, l'attachement à la loi à laquelle il faut absolument donner force et priorité, en s'interdisant toute interprétation tronquée, figurait en bonne place dans le listing des axes forts de l'action du Sénat pendant le mandat. À l'heure de la rétrospective, on se doit, à l'honnêteté, d'avouer que l'intransigeance observée dans l'application des prescrits légaux et surtout de la Constitution a conféré à la 3e législature une dimension révolutionnaire indéniable. Depuis 2002 que la démocratie a été restaurée au Congo, avec un Parlement bicaméral, c'est la législature 2017-2023 qui vient doter le Parlement du règlement intérieur du Parlement réuni en Congrès. D'évidence, un exploit a été réalisé et dont il importe de décoder et d'apprécier les messages. Aujourd'hui, notre Parlement devient effectivement fonctionnel sans entrave. Comment ne pas saluer là l'esprit de dépassement
et le patriotisme des sénateurs de la 3e législature. 3. La valorisation du rôle de modérateur et de conseil de la nation. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs, Mesdames, Messieurs, les Congolaises et les Congolais n'ont pas déjà oublié qu'en 2017, lorsque fut lancée la 3e législature, la crise économique et financière qu'endurait notre pays depuis 2014 avait atteint son pic. Objectivement, la situation nationale très explosive devenait propice à la multiplication des manifestations qui menaçaient sérieusement la paix sociale et la cohésion nationale. L'apaisement. L'apaisement absolument par la recherche des solutions à tout au moyen du dialogue qui écarte tout a priori porteur de la méfiance. Voilà ce que s'était imposé le Sénat, déterminé à donner du sens à la vocation constitutionnelle de modérateur et de conseil de la nation. Ainsi, on a obtenu l'arrêt des prestations de l'historique orchestre des ex-agents de l'ONPT, la persuasion des associations des retraités, des victimes du 4 mars, des étudiants et autres catégories à abandonner les schémas des manifestations aux risques élevés. N'oublions pas ce qui a été fait à l'endroit des opérateurs économiques, excédés par les tracasseries et le surcoût des péages au niveau des routes nationales numéro 1 et 2, pour qu'ils renoncent aux mesures envisagées, dont l'effet immédiat serait l'emballement des prix sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui n'a pas été fait à l'endroit du gouvernement pour que, malgré l'âpreté des temps, les collectivités locales aient un semblant de vie? Que n'a-t-on pas entrepris en direction des collectivités locales avec le président de leur association, Feu Richard Yeni, pour qu'en dépit des entraves diverses, la décentralisation ne soit pas dans une situation de coupure de souffle? Ces exemples, triés parmi tant d'autres, élucident bien l'investissement consenti pendant le mandat pour donner davantage de lisibilité et de visibilité au rôle de modérateur et de conseil de la nation dévolu à la Chambre haute. 4. La mise en place de la fonction publique parlementaire. En 2002, au terme de près de 5 ans de transition flexible, notre pays restaure la démocratie pluraliste. Un Parlement est mis en place avec l'ambition de se moderniser en prenant solidement appui sur une fonction publique parlementaire opérationnelle. Si en 2007, la Chambre basse a réalisé la mutation, au niveau du Sénat, cette opération ne devient effective que près de 12 ans plus tard. Aujourd'hui, notre Chambre mène à pas sûr le processus de transformation de son administration. Il faut espérer que cette innovation contribuera significativement à améliorer et à élever le potentiel de rendement de l'institution, comme elle constituera une garantie véritable pour la sécurité du personnel du Sénat, entre-temps cloué à la précarité, comme si le temps passé à l'animation de notre chère maison n'était que du temps consacré au bénévolat. 5. L'impulsion d'une dynamique nouvelle dans la diplomatie parlementaire. Parallèlement à l'intensification de l'activité à l'échelle nationale, le Sénat avait pris l'engagement de porter haut, toujours haut,
la voix du Congo au niveau international, de présenter partout notre pays sous la meilleure image, contrant ainsi les menaces sordides et nocives des forces hostiles. Malgré les restrictions dues aux tensions de trésorerie et surtout avant la pandémie du coronavirus Covid-19, on a vu se développer entre le Sénat, les représentations diplomatiques ou internationales et d'autres parlements à travers le monde un mouvement fort et soutenu. Outre les participations des diverses délégations aux différentes rencontres dans le cadre des unions interparlementaires ou du bilatéralisme, le président du Sénat a effectué des visites d'un écho indéniable. Sur ce registre, et en réponse aux invitations des partenaires, on peut mentionner 2 voyages du président du Sénat au Sénat français. L'un en vue du renforcement du partenariat et l'autre pour participer à la 20e session de l'Association des Sénats d'Europe. Par 2 fois, le président du Sénat a séjourné au Rwanda. Premier séjour dans le cadre du Parlement panafricain, deuxième pour l'établissement du partenariat entre les 2 parlements. De même, par 2 fois, le président du Sénat a visité la République démocratique du Congo, où il a assisté pour la première fois à la rentrée parlementaire et pour la 2e fois a contribué à mener un plaidoyer en faveur du Parlement panafricain auprès du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant son entrée en fonction comme président de l'Union africaine. Le président du Sénat a également séjourné au Canada à l'occasion de la 44e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en Corée du Nord pour le 70e anniversaire de la fondation de cette République, à Dubaï au Congrès des présidents d'institutions et des directeurs généraux, et en Russie où il a participé à la 2e conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Bien souvent, le président du Sénat s'est rendu en Afrique du Sud dans le cadre du Parlement panafricain. De son côté, notre siège a été le lieu de déploiement d'une intense activité diplomatique. Aux nombreuses audiences et séances de travail avec diverses personnalités, il faut ajouter les visites dans celles d'illustres personnages. À titre d'exemple, nous mentionnerons la visite du président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, M. Wang Yang. La visite du président du Parlement panafricain. Les visites des présidents des Sénats rwandais, ivoiriens, de RDC, de Madagascar, du Mali, de Lesotho, du Niger et autres. Il va sans dire que ce répertoire ne prend nullement en compte les passages des chefs d'État venus adresser les messages devant le Parlement réuni en Congrès. À la lumière de la sommaire restitution ainsi faite, on peut conclure, sans fausse modestie, que le Sénat a bien vécu. Son activité a fortement fait écho, comme son évaluation ne devrait faire l'objet d'aucune acrobatie. Reconnaissant cependant que malgré tout,
les performances réalisées sont loin d'atteindre les objectifs poursuivis. Bien de facteurs objectifs et subjectifs justifient cet état de fait. Il importe pour l'avenir de tout faire pour amener le Sénat à jouer pleinement son rôle et à prendre toute sa place dans le processus de la construction de la démocratie au Congo. Soulignant alors avec Gérard Larcher, président du Sénat français, que je cite, « Le Sénat est un élément structurant de la vitalité démocratique ». Fin de citation. Dans cette optique, le contrôle est à systématiser et à renforcer, tant il convient que le Sénat, comme d'autres institutions de contrôle, par l'efficacité de son action, soutienne effectivement le président Denis Sassou Nguesso dans la lutte opiniâtre contre les antivaleurs. L'expérience des rapporteurs spéciaux est à revigorer, de même qu'on doit activer les autres mécanismes de contrôle en éludant toute forme d'accoutumance et de frilosité. Les sénateurs, considérant les collectivités locales comme leur raison d'être, doivent peser toujours pour que soit donné à la décentralisation tout son sens. À cet effet, notre encadrement est en permanence requis et il nous incombe de placer les élus locaux en situation de bien répondre à cet appel de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, lorsque le 28 novembre 2022, devant le Parlement réuni en Congrès, il déclare, je cite, « L'occasion est indiquée pour renouveler également mon appel aux conseils locaux afin que soit donné un contenu concret à la décentralisation, par, entre autres, leur engagement sans faille pour une gestion orthodoxe des services décentralisés en vue d'un essor cohérent de nos différentes collectivités. » Fin de citation. Si on peut reconnaître que dans l'histoire du Sénat, la troisième législature a bien été pour quelque chose dans le confort de son audience, notre pari doit être que la quatrième législature apporte bien plus afin que la Chambre haute gagne davantage en notoriété, en prestige et en apport dans le combat pour l'émergence et le développement de notre pays. À l'heure de la séparation, nos pensées vont vers ceux des nôtres, illustres sénateurs et grands cadres d'État qui nous ont été arrachés en plein parcours, ce qui, de fait, a privé l'institution de leur précieuse contribution. Ici, nous leur renouvelons l'hommage solennel que le Parlement et la République leur ont rendu. À nos collègues mis hors de course avant la consultation, nous saluons leur riche expérience parlementaire, leur dévouement et leur attachement à la République qu'ils ont servi sans se lasser. L'institution n'oubliera jamais leur précieux apport au rayonnement de notre chère maison commune. À tous ceux, anciens et nouveaux, engagés dans la compétition du 20 août 2023, nous souhaitons bonne chance. Dotés d'un siège moderne, fruit du dynamique partenariat sino-congolais pour lequel nous devons rendre un vibrant hommage à leurs excellences Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso, et disposant de tout le confort logistique, le Sénat doit devenir le lieu de l'excellence.
vénérables sénateurs, très chers collaborateurs, dans 2 jours, le Congo célébrera le 63e anniversaire de son indépendance. Nous souhaitons bonne fête à tous. Je déclare clos les travaux de la 18e session ordinaire administrative du Sénat, 3e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.